Pour l'entretien de ce groupe, on va vérifier plusieurs paramètres, plusieurs choses. Le niveau d'huile, on va vérifier l'état du filtre à air, on va aussi vérifier si le bocal de décantation de carburant n'est pas trop sale, s'il n'y a pas d'eau dedans. J'ai déjà vérifié la qualité de l'huile dans mon bidon. Le niveau de liquide de refroidissement. Alors je sais qu'il y a eu un petit peu débordé parce que j'en avais mis trop. Je le laisse comme ça, c'est un petit peu mon indicatif, savoir si ça s'est bien passé. Et puis après on lance le moteur et on vérifie les températures. Voir si le circuit de refroidissement qui est ici, ça c'est le circuit secondaire qui va au réservoir d'huile, est bien chaud. Donc il va dans le réservoir avec un échangeur, il revient, et lorsqu'il revient, il passe par un autre radiateur. Ça c'est un radiateur de voiturette, un petit radiateur qui garantit que le liquide a bien refroidi. Parce qu'une fois que l'huile est chaude, on se retrouve avec du liquide chaud, donc il ne faut pas réchauffer le moteur, le but c'est de le refroidir. Et on retourne dans le bas moteur, donc au niveau de l'admission, il y a un petit T, pareil que là-haut, avec le radiateur d'origine. Je ne sais pas si vous avez vu là-haut, il y a bien un T, la pompe qui est ici, enfin en fait la pompe est au milieu, la pompe est avec le ventilateur. Ici c'est juste le clapet thermique qui permet d'envoyer le liquide soit dans le moteur, soit dans l'échangeur RO, donc dans le radiateur. Et lorsque ça envoie, ça pousse du liquide, mais ça va à toute vitesse. Et j'ai mis un petit tube qui ponctionne du liquide de plus faible diamètre, parce que le but c'est d'abord de refroidir le moteur ici et de prélever une petite puissance. Il y a déjà plusieurs kilowatts qui passent par là. Et puis le faisceau que j'ai réalisé, qui permet d'avoir un réservoir extérieur, alors ça fait quand même de la longueur de tube, donc j'ai attaché les durites de carburant avec. Je ne sais pas si vous voyez, des durites, il y a un aller et un retour, c'est normal, on ponctionne du carburant et on a le retour des injecteurs. Et ici j'ai mis une sonde de température qui permet de décider à quel moment on décide qu'on envoie l'huile végétale dans le moteur. Et cette sonde déclenche une petite pompe de gavage qui est là. Et la pompe de gavage va donc faire un circuit fermé, va pousser du carburant, et le carburant va revenir par le retour de carburant qui est ici. Et de l'autre côté, il y a un autre système. À la pompe de gavage qui arrive de l'autre côté du moteur sur cette durite là, le carburant va aller au niveau de la vanne 3 voies qui choisit entre le diesel de l'autre côté et l'huile végétale, pour injecter via cette durite là dans le filtre à carburant qui est derrière. On ne le voit pas bien, il y a une petite pompe là, et ensuite il y a un filtre. Et après ça va jusqu'à la pompe d'injection via les durites sous pression. Ensuite il y a le retour de carburant qui est là, c'est un tout petit tube, on voit peut-être pas très bien, qui lui arrive là, et on a une vanne manuelle qui permet de choisir si on veut fonctionner en mode diesel ou en mode bicarburation. C'est-à-dire qu'en mode diesel, le retour de carburant retourne dans le réservoir de diesel, et en mode bicarburation, il retourne dans le réservoir d'huile. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand le moteur est froid, c'est du diesel qui va dans l'huile, puis quand on bascule sur l'huile, c'est de l'huile qui va dans l'huile. Ça permet d'éviter de faire déborder le réservoir de diesel. Donc ce retour de carburant qui est là, il va soit sur la durite de tout à l'heure, il y a un T là-dedans, ou sur la durite de tout à l'heure où il y a l'huile, il y a le retour d'huile qui arrive là, la pompe de gavage qui arrive là, ça fait un débit plus élevé ici, et là il y a le retour vers le réservoir d'huile. D'accord? Donc ici on ponctionne de l'huile via la pompe du moteur, et quand il y a trop de pression ou quand la vanne n'est pas actionnée, il y a de retour vers le réservoir. Il s'agit de ne pas abîmer, de ne pas mettre trop sous pression les durites et d'avoir toujours un circuit qui boucle. Et puis bien entendu, si on ponctionne du diesel, ça vient de là-bas, ça traverse la vanne, ça va dans le moteur, ça revient par la durite, et puis l'idée c'est de soit ça retourne dans l'huile, soit ça retourne dans le diesel en fonction du mode de fonctionnement.
Il y a deux barrettes là, mini, maxi. On remet, on attend un petit peu, on ressort. Et là on est presque au maxi. Donc pour la vidange d'un tel moteur, on a le filtre à huile qui est en façade ici. Et on a la vis de purge qui est au bas moteur qui est là. Alors c'est pas tout à fait le plus bas du moteur, mais il se situe ici. Il y a un trou en dessous le groupe électrogène pour permettre de mettre un tuyau. Il y a à peu près 6 litres là-dedans, ça dépend des groupes, mais là il y a à peu près 6 litres. Et puis le filtre à carburant, alors on le voit ici, mais on le voit mieux de l'autre côté. On déconnecte la pression du carburant, on purge. Alors il y a une petite vis de purge sous le bocal. Et on dévisse l'ensemble et on change la cartouche au milieu. C'est assez simple à faire. On le fait dès qu'il y a besoin. Normalement je vais le faire ici. Je vais d'abord tester si ça fonctionne bien à l'huile parce que le filtre est quasi neuf, ça n'a presque pas servi. C'est juste que ça a 1 an quand même. À peine. Ça a fonctionné régulièrement dans l'année, mais bon, le filtre peut être encassé à cause de l'huile végétale. Pour pouvoir mesurer le courant, j'ai rajouté des chaînes de courant. Donc c'est des petits cubes là, mais c'est des circuits magnétiques dans lesquels les 3 phases passent, pour qu'on puisse avoir l'affichage ici, pour pouvoir avoir un vrai affichage du courant, phase 1, phase 2, phase 3. C'est un accessoire qui est utile. Sur la partie électrique, j'ai installé 2 batteries, une batterie de démarrage et une batterie secondaire, avec un sectionneur de batterie, qui évite que les batteries se déchargent n'importe quand ou que le démarrage ne se fasse n'importe quand. Puis le sectionneur est obligatoire, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ces 2 batteries sont connectées entre elles via un séparateur batterie qui est ici. C'est-à-dire que quand la batterie de démarrage est assez haute en tension, c'est que le moteur est démarré, donc ils se permettent de mettre en parallèle les 2 batteries pour recharger l'ensemble. Et c'est surtout que la deuxième batterie qui est ici me sert pour toute l'électronique, parce qu'à chaque fois qu'on démarre, on chute à 8 volts. Et l'électronique, elle n'aime pas. Si elle est en 12 volts, elle risque de poser des problèmes, comme sur un autoradio qui s'arrête, si vous voulez, quand vous démarrez. Et moi, j'ai besoin de mes minuteries qui sont ici, parce que j'ai un petit système de démarrage. Alors là, c'est surtout des borniers qui permettent de faire des câblages, des relais. Ici, c'est les reports d'informations avec les onduleurs, sonde de température et jauge de carburant. Mais globalement, il y a une commande à distance, donc il y a des fusibles pour protéger, et il y a des petits relais. Il y a un relais qui sert pour l'électrovanne qui est derrière, et un relais qui sert pour la pompe de gavage, et l'autre relais pour le démarrage. Donc là, on a des minuteries qui permettent de maintenir le fonctionnement pendant 1 minute à peu près, lorsqu'on demande d'arrêter le moteur, pour qu'on ait le temps de repasser le groupe électrogène sur le diesel. Alors 1 minute c'est pas suffisant, mais dans ce cas là c'est suffisant. Et l'autre minuterie elle sert à lancer le démarreur automatiquement. Donc j'ai fait un petit montage qui a l'air compliqué comme ça. Bon, c'est un peu du fil volant, mais tout est repéré, hein, il y a un schéma. Et ça me permet d'avoir un automatisme sur mon groupe. Sinon en faisant à la main ça fonctionne aussi. Sur le filtre à air, on a un petit indicateur là qui permet de voir si c'est encrassé. Alors quand le groupe tourne, on voit si y a de la saleté, et si le flotteur, il y a un petit flotteur avec une dépression, voir si l'air a tendance à sortir, à passer par là. Normalement, il ne doit pas passer par là, il doit passer par le filtre. Mais quand le filtre est encrassé, il y a de l'air qui vient en direct ici, et c'est pas bon signe. On voit des pompes de gavage là, des pompes manuelles pour réamorcer le carburant. Alors il y a toujours des petites fuites sur ces trucs là. Là on entend le carburant, enfin moi je l'entends qui retourne dans le réservoir. Ça sert pour réamorcer le diesel, et j'ai la même de l'autre côté, normalement, à moins qu'elle soit là, elle est là, pour l'huile végétale. Elle est souple, donc ça veut dire que l'huile va bien, je l'entends qui coule dans le réservoir aussi, donc c'est bon signe. Là où on peut avoir des soucis au redémarrage, c'est si l'huile a figé dans ce petit tronçon là, dans la vanne ou dans le circuit lui-même d'alimentation. Alors moi je sais qu'elle n'a pas figé dans le circuit général, puisque je l'ai démarré régulièrement au diesel, et le retour de carburant allait toujours au réservoir d'huile. Donc je sais que toute cette partie là est retour de carburant comme ceci et comme ceci, c'est bon. Je sais aussi que ici ça a l'air d'aller, puisqu'avec la pompe de gavage, la petite pompe manuelle, on a le circuit qui se fait. Moi ce qui m'inquiète, c'est ce petit tronçon là. Donc il se peut qu'il soit un peu encrassé. S'il est encrassé, je le démonterai et je le nettoierai.
lorsque la sonde est bien actionnée ou bien réglée, on a les ventilateurs derrière qui se mettent en marche. Alors on y va. On entend la pompe. Là il y a les ventilateurs qui tournent, qui soufflent de l'air. Pour bien refroidir le radiateur. La génératrice de mon groupe électrogène a besoin d'être réglée. Celle-ci est en 380 en 20 kVA, 16 kW à peu près. Elle a une carte de régulation interne, la R438. Donc c'est une carte générique de chez Leroy Sommer. Elle permet de prendre une partie de l'énergie qui est générée naturellement par la génératrice lorsqu'elle tourne, parce qu'il y a toujours du magnétisme qui reste. Elle produit du 12 volts et après, enfin du 12 volts, une tension variable en fonction de la rotation. Et ensuite, elle réinjecte dans l'excitation. C'est une autre bobine qui est là, qui permet de remplacer les charbons, par exemple. Et en régulant le courant qu'elle y envoie, eh ben, elle régule la tension qui en sort. On a aussi la possibilité de régler le démarrage de la carte, c'est-à-dire à quel moment elle prépare du 380, à quel moment, qu'est-ce qu'elle attend, quelle vitesse de rotation elle attend pour démarrer. Donc les petits réglages sont de l'autre côté, je vais vous montrer ça. Donc la carte vue de l'autre côté, c'est relativement simple, il y a quelques réglages. Alors si on regarde bien, on a des réglages sur le côté, tout est marqué en fait. Sous ce petit potentiomètre ici, c'est marqué volt. Sous celui-ci, c'est marqué stabilisation, stab. Excitation maximum. Et puis après, c'est des shunts, mais c'est marqué pour déplacer ces fils-là, si on met en 50 Hz, en 60 Hz. À côté de celui-ci, c'est marqué c'est des réglages de potentiomètre et du statique, de la réaction, la rapidité de réaction de la carte. Donc on est vraiment sur des réglages, voilà, c'est accessible à l'utilisateur. Alors moi j'ai besoin de rehausser un petit peu la tension, donc je vais le faire en la faisant tourner. Il va falloir que je la rebranche et que je la démarre pour voir si je peux rehausser un petit peu la tension d'excitation. Je mets une petite marque pour me souvenir de mon réglage, parce que là je suis pile poil à 239 volts par phase et ça me convient très bien. C'était un peu bas avant, on était plutôt à 230 et les onduleurs Victron avaient du mal, ils avaient tendance à considérer que c'était un peu bas en tension. Donc j'ai préféré rehausser un petit peu et je sais que le réglage est accessible. Donc voici non pas le schéma mais le plan avec la nomenclature des différents éléments. On voit bien où sont les différents réglages. J'essaie de passer au ralenti pour que vous puissiez bien lire au cas où vous auriez la même carte et que vous auriez besoin, vous auriez perdu ce fameux plan de câblage et de réglage. Et moi j'ai joué sur le petit potentiomètre qui est là, le petit rond là, qui est marqué tension voltage. Donc les autres, stabilité, temps de réponse, voilà, tout est écrit noir sur blanc pour le reste. Je l'ai interprété moi directement sur la génératrice que j'ai l'habitude. La sonorisation de ce groupe électrogène n'a pas été si compliquée, si ce n'est que c'était quand même un groupe électrogène de chantier à plus de 80 décibels. Je l'ai fait descendre à 60-70 suivant la distance où on est. Alors comment j'ai fait? Alors j'ai la carcasse d'origine qui s'arrête ici, qui est là. J'ai remplacé les isolants intérieurs parce qu'ils étaient usés tout simplement. Et j'ai mis de l'isolant un petit peu plus épais, c'est de l'isolant en mousse. Alors, il s'avère qu'il y a aussi un petit revêtement anti-huile dessus. Cette mousse isolante fait 40 mm d'épaisseur, ça vaut à peu près 18 € le mètre carré, c'est un petit peu cher, mais bon, quand on veut sonoriser efficacement son groupe, ça le rend aussi un peu anti-gel, c'est ce qu'il faut. Donc il y en a sur toutes les portes, le plafond, partout où j'ai pu en mettre. Et puis il y avait deux sources de bruit importantes. La source de bruit qui est sur l'aspiration d'air, donc on a une grille qui aspire l'air en direct. C'est pas l'air qui faisait du bruit, c'est le fait qu'il y ait une grille en façade et on avait toutes les radiations des bruits environnants du groupe qui étaient concentrés à cet endroit-là, même si l'air était aspiré par là. Et puis il avait bien sûr au niveau de l'évacuation de l'air chaud après le radiateur, il y avait une grille qui évacuait directement l'air chaud et l'ensemble du bruit du groupe électrogène. Donc j'ai fait deux caissons
un premier caisson ici qui est assez petit et qui vient prendre l'air, qui fait bifurquer l'entrée d'air vers le bas avec un filtre anti-poussière, et un autre caisson pour l'échappement. L'échappement est à l'intérieur, il est orienté vers le haut, comme ça l'échappement lui-même est insonorisé, et il y a deux grilles sur les côtés qui permettent d'évacuer les fumées et l'air chaud. Il y a aussi un passage d'air en dessous, ce qui fait qu'il n'y a pas de compression à ce niveau-là, il y a vraiment deux ouvertures. Et comme l'ensemble est tapissé de l'isolant en question, et ben on a quelque chose qui est assez bas en décibels, mais qui est quand même sourd.